Merci, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bon, en effet, ce cas il est très riche. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Alors, je n'allais pas partir tout de suite sur la question de l'expertise, mais je savais qu'avec Caroline Frotté, on serait parti dans cette direction. Juste pour préciser un petit peu les choses, je tenais quand même à apporter quelques informations sur aussi la crise expertale qui est actuellement en France, hein, puisqu'il y avait, il y a encore une quinzaine d'années, près de 1000 experts psychiatres, et qu'actuellement, ils ne sont plus que 300. Donc, il y a des procédures judiciaires qui demandent de plus en plus d'expertise, et finalement, des experts qui sont de moins en moins nombreux pour les réaliser, ça pose énormément de problèmes. Et je pense que c'est important d'insister aussi, hein, sur le fait qu'en correctionnel, c'est vraiment très rare qu'il y ait un accès à cette expertise. On pourrait aussi parler de la comparution immédiate, hein, qui est assez dramatique pour les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, qui sont souvent jugées extrêmement rapidement, extrêmement sévèrement. C'est vraiment un processus qui aboutit fréquemment à des situations assez chaotiques sur le plan psychiatrique. Sur cette question de l'expertise, juste, je tenais à rappeler, peut-être pour ceux qui sont moins familiers de cet article de l'irresponsabilité pénale, de l'article 122.1 du Code pénal. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cet article stipule que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. On précise bien que c'est au moment des faits. Ce qui veut dire que même, au-delà de tous les problèmes qui ont été pointés par Caroline Frotté, avec lesquels je suis tout à fait d'accord sur l'évolution de la pratique de l'expertise en France, il faut ajouter que même si on avait un système qui appliquait très bien la règle, si je puis dire, on aurait toujours la possibilité d'incarcérer en France des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères, puisque la loi, elle stipule que c'est au moment des faits. Donc, je pense qu'il y a vraiment nécessité de décentrer parfois et de défocaliser la problématique de l'incarcération des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sévères, de cette question de l'expertise psychiatrique, parce qu'il y a à développer et à réorienter et à développer des programmes, des choses assez innovantes et d'innover dans ce domaine-là pour réorienter les gens qui sont dans une procédure judiciaire, qui ont des troubles psychiatriques sévères, vers le système de soins. Et pour moi, le système de l'expertise psychiatrique ne suffit pas, en fait. Il y a à développer des choses en amont et il y a à développer des choses en aval. Pourquoi? Parce que je tenais quand même à rappeler aussi un certain nombre de chiffres, hein, sur les troubles psychiatriques en prison. Ça a été rappelé en introduction, mais au niveau international, c'est vraiment clairement démontré par des grosses méta-analyses qu'il y a une surreprésentation des troubles psychiatriques en prison, hein, notamment le trouble dépressif, les troubles psychotiques, y compris la schizophrénie, le trouble de stress post-traumatique. Et en France, alors on me dit sans arrêt qu'il n'y a pas assez de données, mais il y a quand même des données, et il y a quand même des données qui montrent l'état de santé précaire de la santé mentale de la population carcérale. Il y a eu plusieurs rapports de la DREES dans les années 90. Il y a eu l'étude de Bruno Falissard dans les années 2000 et qui a clairement montré sur un échantillon national de 800 détenus qu'il y avait environ un tiers des personnes qui souffrent d'un trouble psychiatrique de gravité marquée à sévère. Il y a une étude récente qu'on a pu mener dans les maisons d'arrêt du Nord et du Pas-de-Calais qui montre qu'à l'entrée en détention, les personnes qui entrent en détention en maison d'arrêt, elles souffrent de troubles psychiatriques. 2 tiers des personnes qui souffrent d'un trouble, près de 40% qui souffrent de 2 troubles. Donc on a, au-delà de cette surreprésentation des troubles psychiatriques, une surreprésentation de l'agrégation, de la co-occurrence de différents troubles psychiatriques, ce qui fait aussi la difficulté de prise en charge de cette population. Et dans cette étude, on avait pu comparer les données qu'on avait obtenues à l'entrée en incarcération avec la population générale de même âge et de même sexe, et on montrait clairement que les troubles psychiatriques sont 3 fois plus présents globalement en moyenne en population à l'entrée en détention par rapport à la population générale, alors que les troubles liés à l'usage de substances sont près de 8 à 9 fois surreprésentés. Donc ça, je pense que c'était quelque chose d'important à rappeler. Peut-être on reviendra un petit peu sur les hypothèses d'explication de cette surreprésentation. Alors après, Caroline Frotté a
parler du parcours des personnes qui sont irresponsabilisées, hein, au titre article 122. Peut-être que je peux développer un peu le contexte aussi des soins psychiatriques en prison, pour qu'on puisse discuter aussi en connaissance de cause. Ce qui est important de savoir, c'est que le soin en prison, il s'appuie sur des grands principes. Le grand principe principal, c'est celui d'équivalence, hein, des soins entre ce qui se passe dans la prison et ce qui se passe en population générale. Ça a été rappelé en préambule. Donc, l'accès sans discrimination à des soins équivalents à la population générale, c'est quelque chose de très important et qui guide vraiment la psychiatrie en milieu pénitentiaire en France, tout en tentant de ne pas lier aussi les caractéristiques liées au contexte pénitentiaire, qui est quand même un contexte particulier, qui est sans nier non plus les spécificités épidémiologiques des troubles psychiatriques qu'on retrouve en prison. Hein, et je parlais notamment de comorbidité, de co-occurrence de troubles psychiatriques, de troubles addictifs, voire de plusieurs troubles psychiatriques ensemble. Ça, c'est vraiment un élément majeur qu'il faut avoir en tête quand on fait de la psychiatrie au sein de la prison. Les autres principes, rapidement, hein, mais c'est l'indépendance vis-à-vis de la justice, hein, l'indépendance du soignant vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'expert aussi, puisqu'on a parlé d'expertise, c'est important, le secret médical, et puis le consentement éclairé, et peut-être on aura l'occasion d'en discuter, mais ça a son importance dans le cas clinique qui a été présenté. Alors juste un point de vue pratique pour cadrer un peu les choses, je voulais présenter un petit peu les niveaux de soins psychiatriques en prison. Donc les soins psychiatriques en prison, ils s'articulent en 3 niveaux. Il y a un premier niveau de soins qui est celui des soins ambulatoires, donc qui est organisé au sein des unités sanitaires au milieu pénitentiaire. Donc il y en a 178, il y en a autant qu'il y a de prisons en France, il n'y en a pas dans les centres de semi-liberté. Globalement, c'est une unité de soins au sein de la prison, de consultation, de soins ambulatoires, qui dépend d'un hôpital de rattachement et qui va proposer des soins psychiatriques et non psychiatriques aux personnes qui sont incarcérées. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même l'accès aux soins est variable. Les personnels de soins, c'est assez hétérogène. Il y a des disparités importantes en termes de personnel de santé disponible dans ces unités. Et puis, l'accès aux soins, il se fait soit lors d'un entretien de dépistage à l'arrivée de la personne en détention, soit on peut le voir par l'administration pénitentiaire, mais ça peut être aussi par d'autres intervenants ou par la famille pendant la détention. Alors, rapidement, l'autre niveau de soins, le deuxième niveau de soins, c'est un soin d'hospitalisation de jour, donc ce qu'on appelle les SMPR, les services médico-psychologiques régionaux, qui permettent une hospitalisation de jour, mais au sein de la prison. Donc, en fait, on a des cellules d'hébergement qui sont spécifiquement dédiées à des soins psychiatriques de jour au sein de la prison. Donc, on reste dans la prison. Hein. On a des cellules de personnes qui sont orientées donc, sur indication médicale par des médecins pour des séjours plus ou moins longs au sein des SMPR pour recevoir des soins uniquement en journée. Et la nuit, vous avez uniquement l'administration pénitentiaire qui est présente, ce qui limite aussi les indications qu'on peut accueillir dans ce type d'établissement. Donc, il y en a 26 en France, ils ont une vocation régionale, à peu près 350 lits. Et enfin, le dernier niveau, qui est le niveau d'hospitalisation à temps complet, donc le troisième niveau, on est sur de l'hospitalisation psychiatrique à temps complet, donc en établissement de santé. Et c'est ce niveau-là qui a subi les changements les plus importants sur la dernière décennie, avec la création des unités hospitalières spécialement aménagées, donc les UHSA. Il y en a 9 en France, hein, c'est 440 lits actuellement. Ce sont des unités hospitalières qui sont donc classiquement organisées comme des hôpitaux, mais qui sont sécurisées par l'administration pénitentiaire, donc avec une coque pénitentiaire qui va entourer l'hôpital et qui va gérer les entrées, les sorties, les transferts des patients, ce genre de choses. Dès qu'on rentre dans l'unité de soins, on est uniquement en présence de soignants. Donc, il y a eu beaucoup de débats hein, au moment de la création des UHSA. Ça a été assez riche. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'on allait... c'est des structures qui sont extrêmement coûteuses, donc est-ce qu'on allait prendre tous les financements de la psychiatrie pour les mettre dans des unités pour accueillir des détenus de manière sécurisée? C'était très discutable. Est-ce qu'on n'allait pas encourager justement
la baisse du recours à l'irresponsabilité pénale au titre il y a plus de soins en prison, donc incarcérons les personnes malades, elles seront soignées en prison. Il y a eu ces débats. Ils sont encore largement d'actualité, je pense, et j'ai régulièrement l'occasion de voir des situations qui sont très interpellantes. Il y a quand même eu un certain nombre de progrès grâce à la création de ces structures. D'abord, quand on parlait de principe d'équivalence, ce qui est important de savoir, c'est que ces UHSA, elles ont permis l'hospitalisation psychiatrique à temps complet en soins libres pour les personnes détenues, alors qu'auparavant, avant leur création, on avait uniquement la modalité des soins sans consentement, quand on parlait d'hospitalisation à temps complet, qui était possible. Donc, ça a quand même permis d'améliorer un accès aux soins par ce biais-là. Et puis, ça a quand même permis d'accueillir les personnes détenues dans des conditions qui respectent un peu mieux leurs droits que ce qui était auparavant, puisque avant la création des UHSA, ça reste encore d'actualité car j'y reviendrai, mais les UHSA ne permettent pas d'accueillir l'ensemble des hospitalisations à temps complet en psychiatrie. Mais en tout cas, avant les UHSA, ça avait été dénoncé plusieurs fois, l'accueil en service de psychiatrie dit générale n'était pas du tout satisfaisant, puisque la garde statique qui est prévue dans le cadre des hospitalisations non psychiatriques pour les personnes détenues, la police qui reste devant la chambre d'hôpital, n'est absolument pas prévue en psychiatrie, il n'y a pas ces gardes statiques. Donc en fait, une double casquette pour les soignants en psychiatrie qui était de prévenir un peu que la personne ne s'échappe pas et prodiguer des soins, ce qui est difficilement conciliable et ce qui générait des prises en charge qui n'étaient pas satisfaisantes, avec des durées moyennes de séjour qui étaient très courtes, personnes qui étaient rapidement envoyées en prison, un recours à l'isolement et à la contention loin des recommandations de l'HAS, et parfois uniquement au titre du fait que la personne avait le statut de détenu, et pas du tout parce qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa santé ou celle des autres, au niveau de la dangerosité, ce qui posait un certain nombre de questions. Le problème n'est pas résolu, puisque l'ouverture des 440 lits du HSA n'a pas permis de supprimer ces hospitalisations en hôpital psychiatrique général, notamment du fait, alors probablement d'abord du nombre limité de lits disponibles en UHSA, il y en a 440 pour 70 000 détenus actuellement en France, mais aussi et surtout du fait du problème d'éloignement, puisque les UHSA, il y en a une par interrégion pénitentiaire. Donc, par exemple, celle de Lille, elle va s'occuper de toute l'interrégion de tous les Hauts-de-France, plus une partie de la Haute-Normandie. Donc, aller chercher une personne détenue qui a besoin d'une hospitalisation en urgence au Havre, ça ne va pas être possible rapidement. Donc, il y a toujours un recours à l'hôpital de proximité dans ces situations d'urgence. C'est probablement plus de lits en UHSA ne résoudra pas ce problème. Donc, ça reste quand même très prégnant. Je ne sais pas si peut-être qu'on peut discuter, j'ai plein d'autres points à discuter sur ce cas clinique, mais peut-être qu'on peut orienter la discussion sur les cas qui intéressent le plus, soit l'auditoire, soit… Oui, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat que vous avez pu… peut-être pour revenir sur le sujet que vous abordiez à l'instant, je formule ma question comme ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les hôpitaux de psychiatrie générale ne disposent pas de ces gardes statiques dont vous parliez, n'est pas d'ailes sécurisées permettant de recevoir les détenus dans des bonnes conditions, et vous l'avez rappelé aussi, parce que le fait qu'il n'y ait pas ces ailes sécurisées, ça amène à des discriminations envers les détenus qui sont hospitalisés dans ces hôpitaux de proximité, avec notamment le recours à la contention et à l'isolement. Comment expliquer que les autres services somatiques disposent de ces gardes statiques et que ce ne soit pas le cas dans ces hôpitaux de psychiatrie générale? Alors,
Alors, enfin, déjà, pour répondre à une partie de la question, c'est que la psychiatrie a évolué quand même dans les années 70-80 avec un large mouvement de désinstitutionnalisation, de baisse du nombre de lits d'hôpitaux en psychiatrie, de soins qui se sont orientés plus vers des suivis ambulatoires pour le mieux, enfin, ce qui est très bien, hein, ce qui a permis de faire sortir les personnes qui restent hospitalisées très longtemps avec un effet iatrogène de l'hospitalisation et de permettre des parcours de réhabilitation, d'insertion de ces personnes au sein de la cité. Malheureusement, ben, ça s'est aussi accompagné de peut-être pour certains patients, notamment ceux pour lesquels vous avez une co-occurrence de plusieurs troubles, hein, des troubles addictions, plus des troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Peut-être que cette diminution du nombre de lits, elle s'est accompagnée de dispositifs ambulatoires qui n'étaient pas suffisants, pas suffisamment financés, pas suffisants pour accompagner ces personnes, d'où le fait que vous les retrouvez en incarcération. Et le problème, c'est que l'hôpital psychiatrique ayant évolué de cette façon, les services étant de plus en plus ouverts, les services étant de plus en plus centrés sur une réhabilitation, une ouverture et le soin ambulatoire, les hôpitaux sont plus forcément en mesure d'accueillir des personnes détenues de manière sécurisée, de manière adaptée à leur statut de détenu. D'où un recours aux mesures d'isolement, aux mesures de contention, mais qui ne correspond pas aux bonnes pratiques et aux recommandations de l'HAS. Après, vous dire pourquoi l'absence de garde statique. En fait, le Code de procédure pénale donc, prévoit, au titre de son article D398, l'hospitalisation des patients qui souffrent de troubles psychiatriques dans un hôpital psychiatrique. C'est un article qui date, en fait, et qui n'a jamais été changé. Et ça va avec ce que je viens de dire, en fait, c'est que quand cet article a été fait, les hôpitaux psychiatriques, c'était des asiles. On ne s'échappait pas de l'asile, on ne pouvait pas s'échapper de l'asile. Pas possible de s'échapper de l'asile, donc c'est des endroits très clos d'où il était difficile de s'évader, qu'on soit une personne souffrant de troubles psychiatriques ou une personne détenue. Cet article n'a pas du tout évolué avec l'évolution de l'organisation des soins, et on se retrouve actuellement avec des services ouverts, ce qui est très bien pour le soin psychiatrique en général, mais ce qui est difficilement conciliable avec l'accueil de personnes détenues dans le respect de leurs droits, puisqu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée où on va, alors qu'on est dans une évolution positive de la psychiatrie, être amené à utiliser des moyens de contrainte de manière totalement non justifiée et inadaptée, en fait. Et c'est pour ça que les EHSA ont été créés. Merci. Est-ce que ici dans la salle, certains auraient des questions ? Bon, bah, je continue mes questions alors, en espérant que vous ne soyez pas tous endormis. En tout cas, moi, j'ai trouvé que vos interventions à tous les deux étaient absolument passionnantes. Caroline Baudet, vous disiez, non, pardon, c'était Thomas Fauvet qui abordait ça, le fait que l'expertise psychiatrique ne suffisait pas et qu'il fallait développer des choses en amont et en aval. Et notamment, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que vous avez contribué à mettre en place ce qui a été appelé l'équipe mobile transitionnelle, donc pour essayer de lutter contre les inégalités plutôt en aval pour les détenus autour de leur libération et après. Est-ce que peut-être vous pourriez nous en dire un mot et voilà, comment a été mis en place ce dispositif et les premiers résultats Oui, alors en fait il y a deux choses dans cette question.
quand je disais qu'il y a besoin de pouvoir réorienter les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères de la justice vers le système de soins, en aval, je pense notamment, et je pense que c'est important de repenser un peu toute la chaîne pénale à la lueur de ce qu'on constate dans les prisons actuellement. Et quand je parlais d'amont, je parlais notamment de garde à vue, d'examen psychiatrique sur réquisition de l'autorité judiciaire en garde à vue, qui est peu réalisé, pas toujours très bien réalisé, et qui parfois, même quand elle aboutit à des soins sans consentement, au final, quand se terminent les soins sans consentement, la personne est quand même incarcérée. Donc je pense qu'il y a besoin de repenser un peu ces dispositifs-là, de pouvoir orienter tout de suite vers le système de soins les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sévères et qui sont placées en garde à vue pour des faits des troubles du comportement. Et puis en aval, alors après il y a toute la chaîne pénale, donc les responsabilités pénales, et puis ensuite au sein de la détention en aval, je pense qu'en France on n'a pas beaucoup de systèmes, mais on a par exemple le principe de la suspension de peine pour raison médicale, hein, qui est possiblement applicable en psychiatrie, qui permet de suspendre les peines pour les personnes, mais soit que le pronostic vital est engagé, soit que l'état de la personne est durablement incompatible avec la détention. Le problème actuellement en France, c'est qu'il faut également, pour que le juge d'application des peines puisse prononcer cette mesure, qu'il n'y ait pas de risque grave de renouvellement de l'infraction. Et on est du coup dans une espèce de problématique insoluble quand on parle de troubles psychiatriques, puisque souvent, le trouble de la personne, il a parfois conduit en incarcération. Et donc, on a un trouble qui, certes, rend l'état de la personne durablement incompatible avec sa détention, mais qui peut être aussi à l'origine de troubles du comportement qui font qu'il peut y avoir un risque de renouvellement de l'infraction. Donc, actuellement, ce dispositif n'est pas satisfaisant non plus. Et c'est en ce sens-là où je disais qu'il y a vraiment besoin, dans tous les points de la chaîne pénale, de développer des dispositifs qui permettent de réorienter ces personnes. Sur l'équipe mobile transitionnelle, en fait, on est parti d'un constat qui peut être fait, c'est que celui de la période qui suit immédiatement la libération, pour les personnes détenues, c'est une période de grande vulnérabilité, de grande fragilité. C'est une période qui est caractérisée par des taux de mortalité particulièrement importants. Et c'est aussi une période dans laquelle la problématique de la continuité des soins est cruciale, notamment la période qui suit immédiatement, les 4-6 semaines qui vont suivre la libération. Et on a souvent des délais extrêmement importants d'accueil dans les centres médico-psychologiques, dans les structures d'accueil de population psychiatrique, de population générale, de soins ambulatoires, qui permettent très rarement un accueil satisfaisant de cette population et un relais de soins qui soit efficient au moment de la libération. Donc, partant de ces deux constats, on a mis en place une équipe mobile qui permet de travailler sur la transition entre ce qui se passe avec les soins à l'intérieur de la prison, hein, les soins que je vous ai décrits, au niveau des unités sanitaires, des UHSA, des SMPR, et de faire la transition, le lien, et d'avoir un dispositif d'interstice qui va permettre à la fois d'assurer les soins au cours de la période de libération, au cours de la période qui suit immédiatement la libération, donc les quelques semaines qui vont suivre pour lesquelles les CMP peuvent rarement réagir dans l'urgence et accompagner les personnes. Et puis, deuxième mission, d'accompagner les personnes dans la prise en charge par un secteur de psychiatrie générale, donc d'accompagner les personnes en CMP, de leur permettre d'obtenir un rendez-vous, de les accompagner sur le plan social, bien entendu, puisque la prise en charge psychiatrique ne peut pas se concevoir si on n'a pas une vision un peu globale de la situation de la personne, notamment pendant cette période charnière, d'où le développement de cette équipe à Lille. Merci beaucoup. Alors, on a une question en ligne. À quoi attribuez-vous la diminution drastique du nombre de psychiatres experts? Est-ce en rapport avec la charge de travail, l'attractivité de la formation, la judiciarisation grandissante à l'encontre des médecins?
Et juste alors, une autre question aussi, cette fois plus pour Madame Crotté, peut-être revenir sur la fin du cas clinique, puisque là, contrairement au premier jugement, les actes de violence qu'a commis M. K étaient cette fois commis en état d'intoxication éthylique. Peut-être si vous voulez revenir sur ce point et peut-être l'un ou l'autre par rapport à la question qui vient d'être posée sur le chat. Peut-être je commence et puis après, docteur Fauvet, vous prendrez la relève. Non, alors sur la première question, par rapport à la diminution drastique du nombre de psychiatres experts, il y a plusieurs choses. Hein. Alors, dans les années 2000, il y avait coutume de dire que les experts psychiatres étaient très, très mal payés. Moi, j'ai fait une enquête à ce moment-là sur l'expertise psychiatrique et sur effectivement le nombre d'experts, leur motivation pour être expert, etc. Et en fait, au-delà de ce constat assez général, alors c'est vrai que sur le papier, ils étaient assez peu payés, hein, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 230 € l'expertise, je ne sais plus quoi, bref. En tout cas, entre-temps, la mission a été revalorisée, mais surtout, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait des stratégies de la part des experts pour rendre assez souvent, ou en tout cas pour ceux qui travaillaient beaucoup, leur activité rentable. Avec par exemple le fait de faire rédiger les expertises en partie par les secrétaires, le fait de alors restreindre par exemple le nombre de temps qu'on passait à l'entretien clinique, etc. Donc il y avait, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des vraies stratégies de rentabilisation. Il y a aussi des experts. Alors je sais que ce n'est pas très bien de le dire, mais il y en a certains qui négocient aussi leurs honoraires quand même, hein. Pour des grosses affaires où on sait qu'il faut tel expert qui est connu nationalement parce qu'il va rendre une expertise qui va faire 47 pages. Là, en général, ce n'est pas le tarif classique. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que sur cette question financière, à la fois, c'était assez vrai dans les années 2000 et en même temps, vous voyez qu'il y avait quand même des stratégies de rentabilisation financière. L'activité a été revalorisée. Ce n'est pas encore très florissant, mais en tout cas, voilà. Et au-delà de ça, je me souviens que dans cette enquête, on avait quand même, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'experts qui nous expliquaient qu'il y avait une dévalorisation sociale du rôle de l'expert. C'est-à-dire, et ça, je le voyais aussi dans mon travail un peu socio-historique, dans les années 50, la mission d'expertise était beaucoup valorisée dans la profession psychiatrique et même à l'extérieur, avec l'idée que c'était vraiment une mission de service public et que finalement, tout psychiatre qui était directeur des hôpitaux dans les années 50, c'était le cas, hein, ou en tout cas qui avait une assise clinique un petit peu particulière, faisait de l'expertise, et cette fonction était valorisée au sein de la profession. Et à partir des années 70, où il y a eu tout le mouvement antipsychiatrique, alors en tout cas héritier du mouvement antipsychiatrique, etc., la mission de l'expertise psychiatrique a été profondément dévalorisée par la profession. Et je me souviens que j'avais un expert qui disait « Mais moi, quand j'ai commencé l'expertise en 78, l'expert, c'est vraiment le con de service, quoi. » C'était je reprends ces mots, hein, c'était pas les miens. Mais il expliquait que de fait, voilà, l'expert, c'était celui qui collaborait avec la justice, qui bien souvent concluait à des expertises qui donnaient lieu à des hospitalisations très, très longues. Et comme on était à la période de la désinstitutionnalisation, voilà, il y avait vraiment une dévaluation importante. Et donc, de fait, on est passé d'un statut d'expert qui était vraiment l'expertise, c'était une mission de service public, à une fonction qui était beaucoup plus dévaluée, en tout cas au sein de la profession psychiatrique. Donc voilà, ça c'est un peu les deux pans, mais je laisserai Thomas Fauvet compléter, hein, parce que je pense qu'il a plein de choses à dire sur cette question. Sur la question de l'état éthylique de fin d'expertise, bon, là, c'est pareil, je pense que Thomas Fauvet aura plus de choses à dire que moi, hein, parce que c'est un peu la question des comorbidités, quoi, si vous voulez, la comorbidité psychiatrique avec la comorbidité addictive. Mais on sait que globalement, les personnes qui présentent des psychoses ont des comorbidités addictives qui sont plus importantes. Donc, quelque part, ce n'est pas vraiment étonnant qu'on puisse avoir une même personne qui présente des troubles mentaux qui tantôt
commet des actes sous l'emprise d'un délire et tantôt dans un état d'intoxication éthylique. Après, ce n'est pas parce que la personne est dans un état d'intoxication éthylique qu'il n'entend pas des voix en même temps. Donc, si vous voulez, on peut avoir aussi la co-occurrence d'un état d'intoxication éthylique avec un état de décompensation psychotique. D'ailleurs, c'était une question que je m'étais posée à la lecture du cas et que j'ai oublié de vous faire remonter, mais de fait, je me demandais s'il y avait des troubles psychiatriques qui étaient co-occurrents à cet état-là. Voilà, je laisse Thomas Fauvet compléter. Alors, sur la question des experts, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Peut-être juste ajouter aussi, oui, peut-être sur la formation, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts ces 20 dernières années pour former de nouveaux experts, ça c'est sûr. Il y a une option de psychiatrie légale qui a été créée là, tout récemment pour essayer de remotiver les troupes et de générer de nouvelles vocations. Ça, je pense qu'il y a aussi un rôle de la formation sur le plan financier. Je pense que oui, c'est sûr que il y a eu pas mal de débats sur ces questions, notamment sur le forfait, en fait, d'un forfait qui est le même dans le cas d'une affaire extrêmement compliquée avec un gros travail médico-légal à réaliser que pour une affaire simple. Je pense que ça aussi, ça a contribué à décourager certains bons experts, pour le coup. Voilà, je ne sais pas si je peux ajouter d'autres choses, mais je pense que ça brosse un petit peu les raisons de cette diminution. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette session. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions et vos explications.